Torque Podcast, épisode 2. On vous fait un résumé de nos derniers essais routiers. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. Aujourd'hui, on va vous faire un résumé des essais routiers qu'on a fait à fin 2021. On est bientôt en 2022. On est rendu dans le temps des fêtes. Fait qu'on a eu plusieurs essais routiers dans les dernières semaines. Un petit voyage en plus de ça. Fait qu'en gros, on va revenir là-dessus, mais ça sera pas toujours comme ça à chaque semaine. Non, dans les prochains podcasts, c'est sûr qu'on va plus vous parler de nos essais hebdomadaires. Mais là, on fait un petit recap pour se mettre dedans un peu. Ouais, pour se mettre dedans un peu. Fait que... en arrière de nous, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on va jaser aujourd'hui. On est sur le site torquearmy.ca. Si vous n'avez jamais visité, allez voir ça. En plus, on a des beaux petits produits. Fait qu'en gros, regardez, on va commencer par, il y a quelques semaines, on a eu à l'essai la Kia Stinger GT Elite. Comment tu trouvais la Kia Stinger, toi? Écoutez, je l'ai bien aimée. Par contre, elle a commencé à être quand même assez élevée dans les prix versus la compétition. Ouais, c'était quelque chose qu'on a remarqué dernièrement. C'est un véhicule qu'on aimait beaucoup, mais depuis qu'on a fait l'essai de la Genesis G70, qui est littéralement son espèce de demi-sœur cousine. Il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, Kia puis Genesis, c'est pas ma affaire, c'est Hyundai. » Bon, pour votre information, là, Kia, Hyundai, Genesis, c'est toute la même compagnie, ça appartient tout au même propriétaire, mais c'est géré séparément. Okay. C'est sûr et certain que c'est pas aussi proche que GMC Chevrolet, on pourrait dire, mais c'est presque la même chose. Il y a beaucoup d'inspiration d'un et l'autre. Ben, mais ils partagent des plateformes. Un Kia Stinger puis un Genesis G70, c'est la même plateforme, c'est le même moteur, c'est le même système intégral. Même en dedans, il y a des pitons que c'est pas mal similaire. Vraiment. Fait que Genesis, c'est une marque qui est un petit peu moins connue. Je pense que la Kia Stinger, c'est vraiment ce qu'on appelle le Halo Car pour la marque Kia. C'est vraiment elle qui représente la marque. Je trouve qu'elle est plus proche d'un Genesis que d'un Kia, à mon avis, moi. Moi aussi. C'est un très beau véhicule, mais comment je pourrais dire, un Kia Stinger GT équipé dans le tapis comme celui qu'on avait, à comparer, mettons, d'un Genesis G70 avec le V6, mais plus de base, ils reviennent quasiment au même prix. Puis à mon avis, moi, je préfère le look Genesis. Moi aussi, vraiment, je trouve que ces véhicules-là sont pas mal inspirés ils me font penser à des Bentley. Tu sais, les gens qui connaissent pas ça, quand on a ça à l'essai puis ils passent devant chez nous, souvent, ils nous écrivent, même mon père, l'autre fois, m'a appelé, puis mon Dieu, qu'est-ce que t'as dans le cours? Eve vous encourage pas à passer devant chez nous, par... Non. Ah. Ceux qui savent où ce qu'on reste, dites-le pas, puis écrivez-le pas sur Internet, comme qu'est-ce qui est arrivé l'autre semaine, ça, c'était... Non, des fois, on a des visites surprises, puis on l'apprécie pas tellement, là. Quand on connaît pas les gens, c'est toujours bizarre. Quand on est dans des lieux publics, ça va nous faire plaisir de vous voir, mais si vous pointez chez nous, c'est moins apprécié. Non, quand le monde arrive, puis « Hey, salut Eve! » Puis moi, je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais dans ma cour, là? Ça, c'est pas parfait. Oui, puis il y en a une fois, c'est arrivé, on avait la Mustang, puis le Challenger à l'essai. Puis lui, il pensait qu'on était une espèce de dealer qui vendait des chars où on faisait une exposition dans notre cour. Puis littéralement, il essayait de rentrer dans un véhicule. Puis on était comme « Oh, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? » Ouais, ça, des fois, il y en a qui arrêtent puis ils pensent qu'on va leur donner une règle. Là. Non. On peut pas faire ça. Une petite surprise qu'on a eue avec la Kia Stinger GT. Puis ça, encore une fois, c'est des choses qu'on partage pas des fois pendant nos essais routiers pour pas trop étirer les vidéos. Il n'y a pas de pneus d'hiver. Non, il n'y avait pas de pneus d'hiver, puis on s'en est pas aperçu tout de suite parce qu'on se disait que ça allait de soi que tous les véhicules qu'on avait à l'essai avaient les pneus d'hiver. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a essayé plusieurs modèles avant celui-là qui était chaussé sur les pneus d'hiver. Oui, ça faisait presque un mois qu'on était sur des véhicules qui étaient tous chaussés sur les pneus d'hiver. Puis logiquement, dans ma tête, je regarde toujours les pneus, mais cette fois-là, je ne sais pas pourquoi on t'a occupé cette semaine-là. On l'a pris pour acquis. On l'a pris pour acquis, littéralement. Puis,
la logique était là. C'est pas une erreur de chez Kia, c'est pas une erreur des gens qui s'occupent de la flotte. Littéralement, on était les derniers à essayer le véhicule avant l'hiver. Fait qu'ils allaient l'enlever de la flotte. Souvent, quand les véhicules s'approchent de 10 000 km, ils enlèvent le véhicule de la flotte. Fait que là, il était rendu à 10 000, 12 000 km. Fait que ça donnait à rien de mettre des pneus d'hiver dessus. Puis moi, je m'ai littéralement promené dans la neige. J'avais full confiance que j'avais des pneus d'hiver. Puis à un moment donné, j'étais arrivé pour freiner. Puis je pensais que j'ai pogné vraiment une grosse plaque de glace, mais littéralement, c'était les pneus d'été. Puis j'étais allé je suis sorti avec le véhicule quand je devrais pas sortir avec. Il n'est rien arrivé. Regardez, le Kia a un très bon système intégral. Mais pneus performance, ça va trop vite pour ça. Ah non, puis c'était des pneus, comme tu dis, de performance qu'il y avait sur le véhicule. Puis là, qu'est-ce qui se passait? On testait le véhicule, puis on disait « Oh mon Dieu, il va donc bien mal dans la neige. » Au début, on n'a pas allumé, là. Puis là, Jules était quasiment, tu sais, je vais me promener avec un Hellcat dans la neige, je vais plus tenir que ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, on s'en est aperçu comme... En milieu de semaine, on est allé examiner les pneus, puis là, on était comme, on est chaussé sur des pneus d'été de performance en plus. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que souvent, dans le début de la semaine, il faisait beau toute la semaine. Fait que soit un pneu d'hiver ou un peu plus un all-season, quand il n'y a pas de neige puis il n'y a pas de glace, il n'y a pas de grosse différence, là. Mais là, on a une petite surprise. Puis il est arrivé une autre anecdote, tu sais, qu'un autre de nos essais routiers dernièrement, à cause du froid. Début novembre, on a eu un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio à l'essai. Puis dessus, ce véhicule-là, il y a des pneus de ultra performance, des Pirelli. En fait, ces Pirelli-là sont composés d'une espèce de nylon, tout ça dedans. En tout cas, il y a un composite dedans que c'est pas fait pour être au froid. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le matin, quand que je partais le véhicule, c'est pareil comme s'il y avait quelque chose de cassé dans la direction. Les pneus venaient littéralement à plat. Pareil comme si on aurait storé le véhicule pendant tout un hiver de temps. Puis des fois, ça devient plat. Si vous avez déjà storé votre véhicule, vous savez de quoi je parle. Fait en gros, ça faisait une espèce de partie plat sur le tire. Puis là, ça donnait des coups. Puis là, il fallait vraiment que je fasse réchauffer les pneus. Puis après ça se plaçait. Mais encore là, tu sais, c'est des pneus qui sont très hardcore pour monsieur tout le monde. Ah ouais, c'était vraiment, ça faisait comme une demi-lune, si je peux dire, là. Moi, ça faisait un tac, surtout quand on tournait avec le véhicule. J'ai contacté mon ami qui travaille chez Pirelli, qui est directeur de territoire. Il me dit que c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il y a beaucoup de feedback de ses clients qui s'attendent pas à ça. On va se dire, là, c'est pas tout le monde qui est calé en pneus. Puis même des gens qui connaissent beaucoup ça, les autos, tout ça, ils n'ont pas l'expérience d'avoir expérimenté avec différents pneus, différents compounds, ces affaires-là. Fait que j'en parle un peu dans mon review. C'est toujours le fun d'avoir des tires qui sont poussés. Mais je pense que pour le consommateur normal, c'était un petit peu too much. C'était très intense. Mais au moins, qu'est-ce que j'aime, Jules, chez toi, c'est que quand ça s'est arrivé, t'as pas dit ce véhicule-là, c'est de la merde. Non, on n'a pas dit ça. T'as dit pourquoi ça fait ça, je vais contacter du monde, on va faire des recherches. Souvent, c'est toujours ça qu'on fait avant de dire n'importe quoi. Puis finalement, on a eu vraiment l'explication de l'expert de chez Pirelli. Puis écoute, on va se le dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est sûr, certain. Mais regardez, ça fait partie de nos essais routiers. Puis c'est ça aussi, des fois, quand arrivent ces aventures-là, c'est trop long l'expliquer pendant notre essai routier. Ouais. Puis ça risque de ne pas intéresser tout le monde. Puis nos essais routiers, en général, on essaie de garder ça entre 10 et 15 minutes. On essaie de pas trop dépasser le 15 minutes, à part si on a un véhicule qu'on veut parler un petit peu plus, où il y a plus de détails à faire, mais on essaie de garder ça short. Un autre véhicule qu'on a eu à l'essai dernièrement, que j'ai aimé beaucoup, le BMW X3 M40i, qu'on voit juste là sur l'écran présent. Oui. Puis ce véhicule-là, il nous a un peu démystifié, si je peux dire, utiliser ce mot-là, parce qu'à notre dernier essai d'un VUS BMW, on l'avait pas vraiment aimé. On s'était dit, coudonc, BMW sont bons dans les véhicules, mais les VUS, c'est assez hardcore. On n'avait pas trippé sa conduite, mais c'était vraiment le gros VUS de super performance qu'on avait essayé. Ben, le problème qu'il y a, c'est qu'on avait vraiment des modèles M compétition. Les modèles M compétition,
La suspension est très agressive, puis pas très adaptée au chemin du Québec. Non, c'est ça. Fait que là, on trouvait qu'il était plus dur et tout. Là, on a eu la version... Le VUS. fake M. Ouais, mais on l'a aimé, puis ça nous a comme ramené à vraiment une bonne opinion des VUS BM. Une super belle surprise à ce côté-là, parce qu'on se le dit, les X3, dans le temps, n'étaient pas fameux. Puis à long terme non plus, n'étaient pas fameux. Même ta mère a déjà eu un X3 brièvement. Oui, elle n'en voulait plus. Elle l'a pas aimé. Dans les anciennes générations. Les anciennes générations. Là, on tombe avec le M40i, qui, pour les puristes BMW, c'est pas un vrai M. Il y a des touches de M, mais je trouve que chez BMW, ils le font bien. C'est pas juste comme ils appellent ça en anglais un appearance package. C'est juste comme un peu du design, puis de la belle parure, puis des belles pièces. Ils rajoutent beaucoup de performance. Fait que le X3 M40i me rappelait beaucoup la série 3, la M340i qu'on a eu l'essai. Qu'on a aimé beaucoup aussi. Des véhicules qui performent bien, qui se conduisent bien tous les jours, mais qui n'est pas dispendieux comme les vrais M. On va se dire qu'on tombe dans un M3 ou dans un X3M, ça commence à être cher. Là. Il y a une bonne différence entre un M40i et un X3M. Il y a presque 15 à 20 000 de différence. Fait que de ce côté-là, on trouvait que c'était un bon package, des bonnes performances. C'est sûr et certain, quand on tombait dans les X3M, X4M qu'on a eu à l'essai, compétition, c'était des bombes, là. C'est des machines de guerre. Ah ouais. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment aimé du X3M 40i qu'on a eu à l'essai, c'est que je trouvais qu'il était extrêmement polyvalent. On pouvait avoir autant du fun à conduire. Il s'adaptait aussi pour les routes. On avait tous les modes. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, je trouve que c'est un peu un meilleur choix. Puis je trouve aussi que, tu sais, quand tu as un VUS de performance, il faut qu'il s'adapte parce que pour moi, ça ferait pas de sens d'avoir un VUS, mais qu'il faut que tu le serres un peu l'hiver parce qu'il va rider trop dur ou un peu plus mal dans les routes. Ouais, l'affaire qu'il y a, c'est que même là, rendu à la ride qu'il donnait, fallait changer vraiment la dynamique côté pneus, côté dimension des mags, ces choses-là. Encore une fois, tu sais, un VUS, ça devrait pas être quelque chose qui te ride tellement rough qu'on dirait que tu es dans une supercar ou une voiture modifiée. Ça reste un VUS. Un VUS, on est supposé l'utiliser tous les jours chez les enfants, faire l'épicerie avec. Si à chaque fois tu pognes une bosse, puis tu manges un coup. Le X6M compétition qu'on a eu à l'essai, il ridait tellement dur que Eve, dans ce temps-là, était enceinte. Elle pouvait même pas venir faire les essais avec moi. Ça shakeait trop. Oui, ça shakeait trop, puis on s'entend, c'est pas parce que j'étais faite en chocolat, là. Le médecin m'avait dit « c'est assez d'auto pour toi, ton travail est déjà avancé pas mal, puis c'est pas le temps que t'accouches », fait que j'ai un peu arrêté les essais, vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivent, j'étais plus bien dans les vidéos, mais j'aidais quand même à filmer, puis là, rendu là, Jules, tu te débrouillais tout seul parce que c'était intense. Je tombais en contraction en embarquant littéralement dans le véhicule. Là. Mais comme je vous dis, mon travail avait un peu commencé. Fait que si vous êtes quelqu'un de normal enceinte, inquiétez-vous pas, là, vous accoucherez pas dans le véhicule. Là. Mais c'était assez rough. Ouais. C'était assez dur à rider. Ouais, puis en plus, c'est dur à embarquer parce que les rebords, ils donnent un bon support. Fait que se glisser dans le véhicule, c'était pas trop possible. Faut embarquer dans le banc, comme dans un banc de course. Là, on s'entend que mes mouvements étaient assez... Plus limités. Très limités. J'étais plus capable d'attacher mes souliers rendus là. Fait que c'est un véhicule qu'on a super gros aimé, super surpris. Puis on a reçu aussi des bons commentaires, surtout sur notre page en anglais. Il y a beaucoup de gens qui aiment le véhicule. Un autre véhicule qu'on a un peu moins aimé, c'est le Volkswagen Taos. Ouais. On l'a pas... tous les deux, on n'a pas trippé tant que ça. Non, c'est un... On va se le dire, le Taos, nouveau VUS sous-compact. Quand on dit un VUS sous-compact, ça vient se situer sous le Volkswagen Tiguan. Mais il est assez gros, le Taos. Fait qu'il est gros comme un ancien Tiguan, on pourrait dire. Mais là, le Tiguan a grossi. On peut avoir une rangée de plus de bancs. Pour un véhicule qui est nouveau, 2022, que c'est pas un véhicule qui existe depuis 5-10 ans, qu'il a juste amélioré, moi, j'ai été déçu parce que la compétition est féroce dans ce segment-là. Je trouve qu'il arrive pas... c'est un peu plate ce que je vais dire. C'est mon opinion personnelle là-dedans. Je trouve qu'il fait pas tellement sa place versus les autres VUS de même taille. Puis dans sa catégorie de compétition, non.
Il est pas là. Premièrement, moi, je trouvais qu'il était pas confortable. J'étais trop gros pour les bancs. Mes cuisses dépassaient de chaque bord du banc et ça me coupait dans le milieu de la cuisse. Après avoir conduit 1 heure de temps sur l'autoroute, j'étais littéralement tanné. Sous le capot, il n'y a pas de pouvoir. Moi, je m'attendais au moins, tu sais, s'il manquait plein de trucs avec le véhicule ou le prix n'était pas là, au moins il allait avoir une espèce de grain de sel d'une Golf un peu dedans. Le moteur n'était pas excitant. La transmission est supposée être une DSG super le fun à conduire, un peu comme une Golf. Moi, j'ai pas ressenti la DSG. De ce côté-là, j'ai été très déçu. Il faut se le dire aussi, Volkswagen, je suis tout le temps un petit peu nostalgique. Parce que ma première voiture à moi, c'était un Volkswagen Jetta JLI avec un VR6. Puis à chaque fois que je suis derrière le volant d'un Volkswagen, je m'attends à avoir un peu une expérience comme j'avais quand j'étais jeune ou améliorée. Puis c'est pas le cas. Les nouveaux Volkswagen sont rendus fades, à part la Golf. La Golf, c'est comme la seule qui n'a pas été touchée. Toutes les autres, là, ils ont fait des espèces de modèles américanisés, je pourrais dire. Ouais. Puis ça vient de plus en plus fade. Oui, c'est vraiment... Ils ont perdu leur sauce secrète, comme on a déjà dit dans une de nos anciennes vidéos. Pour les enthousiastes Volkswagen, comme tu dis, il reste la Golf. Le reste, moi aussi, je trouve qu'ils ont enlevé l'essence Volkswagen complètement de ce qu'il y avait auparavant. Parce qu'on se dire, dans le temps, acheter un Volkswagen, c'était un peu avoir une alternative à une Audi ou une BMW côté conduite, mais plus friendly pour le budget, on va dire. Fait que si vous n'aviez pas les moyens de vous acheter un Audi, une BMW, une Mercedes, on achetait un Volkswagen, puis on avait une espèce de conduite allemande, un feeling dans du volant, la transition, ces choses-là. Puis je trouve de plus en plus, ils l'ont perdu. Puis c'est sûr et certain, regardez, on ne fera pas le procès de Volkswagen ici, mais le Dieselgate les a frappés fort, ça leur a coûté cher. Moi, j'ai entendu plusieurs rumeurs qui travaillaient sur une nouvelle génération de TDI, puis que ça allait vraiment crusher côté vraiment économie d'essence. Puis là, mystérieusement, il y a eu le Dieselgate qui se sont fait pogner avant qu'ils sortent le fameux moteur qui allait détruire comme la compétition. Regardez, on tombera pas dans des conspirations pis ces choses-là, mais moi, de mon côté, je trouve ça un petit peu... Le timing est louche, là. Puis, on va se le dire, côté Dieselgate, là, sans tomber dans les détails, il y a beaucoup d'autres marques qui sont fait prendre là-dedans. Puis ça n'a pas été aussi médiatisé que Volkswagen. Puis si vous ne savez pas c'est quoi le Dieselgate, c'est quand que Volkswagen s'est fait littéralement pogner à tricher à leur test d'émission pour leur moteur diesel en particulier. Pour les normes anti-pollution. Fait que de ce côté-là, regardez, c'est sûr et certain qu'à chaque fois aussi que je suis derrière le volant d'un Volkswagen, je me dis tout le temps, s'il y aurait un petit moteur diesel sous le capot, ça serait tellement un meilleur véhicule. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on a un Volkswagen, tu le dis. En ayant fait le move qu'ils ont fait d'américaniser plus leur véhicule, ils se sont enlevés un peu de ce que tu disais, d'avoir une petite conduite allemande. Mais en tombant aussi dans les autres modèles plus américains, ils sont pas tellement dans le game non plus. Ils sont pas là. Fait que moi, je vais dire comme toi, je m'attendais à rien quand on a essayé le Taos. J'avais pas des super attentes. Des fois, on a des grosses attentes puis on est déçus. Là, je n'avais pas. Je l'ai beaucoup conduit la semaine qu'on l'avait. J'ai pas tellement trippé. Comme tu dis, même les bancs. Après une couple d'heures de conduite, on avait mal aux fesses un peu. Même moi, je suis pas ton gabarit, là, mais si à moi c'est arrivé... Oui, ils ride aussi beaucoup sur leur réputation puis des gros noms. Tu sais, on regarde ça, un Taos, il y a DSG, il y a le 4Motion, tout ça. Puis, comme encore une fois, le DSG, moi, je trouve que c'était pas un vrai DSG, là. Le 4Motion, je l'ai pas senti. Habituellement, un 4Motion, c'est une espèce de dérivé d'un Quattro, là. On était loin d'un Quattro dans le Taos. Fait que, moi, je trouve que c'est un petit peu comme, pour monsieur tout le monde qui connaissent pas ça, s'ils vont acheter ça, la réputation est bonne. Mais pour ceux qui connaissent vraiment ça, c'est un petit peu faire comme une fausse publicité. Tu utilises tes noms, mais c'est pas vraiment ça que tu mets sur le capot. En gros, c'était ça. C'est pas un mauvais véhicule, le Taos, mais on va se le dire, là, quand on a essayé le Chevrolet Trailblazer ou le Kia Seltos, on était beaucoup plus satisfaits, puis on pense que c'est des meilleurs achats pour le prix.
Oui, actuellement, c'est ça qui est. À part de ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dernièrement, Ève? Bon, à part ça, Jules, t'es parti sans moi en voyage avec Subaru. Ouais, on est allé essayer la Subaru Forester Wilderness qu'on voit ici sur l'écran. Deuxième véhicule Wilderness qui ont été fait inviter par Subaru. Cette fois-ci, on était à Montebello. On est allé coucher au château Montebello. C'est qui on? Parce que j'étais pas là. Moi et les autres journalistes Ouais, automobiles ainsi que l'équipe Subaru. Très bel événement, très le fun. Contrairement au passé, je pourrais dire... c'est le fun de voyager, c'est le fun d'aller dans les places exotiques, tout ça, mais présentement avec la situation, voyager, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que moi, quand je peux conduire, ça fait mon affaire. Puis c'est un très beau coin. Qu'est-ce que j'aime beaucoup des événements Subaru, c'est qu'à chaque fois, ils nous organisent vraiment des parcours assez exceptionnels. Ils trouvent des routes pour conduire, puis je suis tout le temps comme « Wow, comment de temps qu'ils ont passé pour trouver ces routes-là? » Il y a une espèce d'agence qui travaille avec eux pour organiser ces événements-là, puis il y a beaucoup d'ex ou des gens qui couramment font du rallye. Fait qu'on a l'espèce de... un peu... tu sais, tantôt on disait que le Volkswagen, il n'y a pas le grain de sel, là, mais chez Subaru, ils nous le font sentir, là, leur background de rallye. Là. Fait que ça, c'était le fun. Forester, véhicule, j'ai beaucoup aimé. Toujours impressionnant. Quand on tombe dans une espèce de Subaru, le système symétrique Subaru fonctionne toujours de la même manière, contrairement au Taos. qu'on soit dans un Outback, dans un Forester, dans un Legacy, peu importe, il marche de la même façon. Puis c'est un peu un système intégral qui est prévisible. Fait que de ce côté-là, quand on veut faire des trucs avec, on s'attend comment il va réagir. Là, on a des meilleurs pneus avec le Wilderness. Là, on est surmonté avec la suspension. Là, on a fait du hors-route. Puis, je vais vous dire, là, il y a des places, là, c'était pas mal étroit, ça montait, ça dérapait. Il y avait un gars en avant de moi, il était pas trop pilote, là. C'était un chroniqueur, je dirais pas lequel, là. Mais lui, il était pas trop pilote, il était pas trop à l'aise en route. Tu sais, c'est pas parce que t'es un chroniqueur automobile ou un journaliste automobile que littéralement t'es un bon pilote ou t'es un pilote qui est habitué à toutes les conditions. Oh, mais là, attends, là, toi, quand même, il faut le dire, t'as grandi dans la machinerie, t'as conduit des tracteurs, t'as conduit à des endroits où il n'y avait même pas de route dans le champ. Toi et ton père, il a bâti des terrains de golf, t'as été dans la boîte avec la machinerie. Oh, on a ouvert des chemins. J'étais habitué de faire du gros off-road quand j'étais jeune. Tu sais, ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait du off-road, qui sont de mon âge. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me disait, là il dit, on a besoin de plus de traction. Il dit, va locker le différentiel en avant. Dans le temps, tu peux pas locker ton différentiel dans ton camion avec un bouton. Il fallait littéralement sortir du véhicule puis locker les knobs au milieu de tes roues. C'est que ça démontre l'âge à laquelle t'es rendu en ce moment. Fait que là, moi, quand j'allais locker les knobs dans les roues, je savais que là, on allait passer à une place qui était difficile. Fait que, oui, j'ai une bonne expérience off-road, tu sais, je sais comme un peu trouver le chemin, comment m'aligner. Des fois, les autres, ils vont faire exprès pour passer dans la place qui est plus difficile pour tester le véhicule. Oui, c'est bon, mais t'as plus de chances de te pogner que d'autres choses. Il y a tout le temps une espèce de chemin qui est plus facile. Puis moi, je pense que je suis quand même bon pour trouver le pattern dans la trail. Là. Fait que de ce côté-là, ça allait très bien. Même si la Forester n'a pas un aussi gros moteur que la Outback, c'était très agréable à conduire. J'ai pas eu de problème en route, même si c'est une transition CVT. Fait que de ce côté-là, c'était quand même le fun, puis c'était bien réussi, puis on a fait un bon test. Faut se le dire, regardez. Hein? Tout le monde pense que quand on fait des lancements de presse, c'est des vacances payées par le manufacturier. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup d'organisation. Puis quand on vous montre ça, les voyages qu'on fait, on vous montre « Ah, c'est le fun, on a telle activité », mais c'est totalement chronométré. C'est très peu de sommeil. Les journées commencent très tôt. Puis ça, c'est même quand on est au Québec, là, parce qu'on s'entend, si on voyage à l'extérieur, je vous mets en contexte, ça se peut qu'on prenne l'avion, on part dans la nuit.
Ouais. On arrive là le matin, on fait une journée complète de 12-13 heures et plus. On dort pas, là. Des fois, on n'a même pas le temps d'aller changer ou d'aller se doucher. Puis il faut se le dire, ces événements-là, pour la plupart, puis là, de plus en plus avec le temps, ils commencent à être plus adaptés, mais c'est fait pour des journalistes qui crient. Ouais. Fait que quand on veut prendre des vidéos, des photos, arrêter, faire une shot du véhicule qui roule, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, puis des fois, on vient comme en retard sur l'horaire. Puis ça, c'est quand on est deux, parce que des fois, comme là, Jules, t'es parti tout seul. On s'entend, Jules vous a livré du contenu quand il était là seul, fait que c'est filmé tout seul, il a tout fait tout seul. Ça c'est un autre game aussi. Déjà, quand on est deux, des fois, c'est compliqué. Des fois, il faut que je demande des demandes spéciales, avoir accès à des véhicules avant les autres, ou me lever plus tôt pour aller filmer avec les véhicules. Ça, c'est s'il fait beau. c'est si les conditions sont là. J'enlève rien aux journalistes automobiles qui écrivent, mais à mon avis, à moi, c'est beaucoup plus facile prendre des notes. Après ça, on fait tout notre article quand on est au show, à l'hôtel, ou on est chez soi devant son ordinateur. On a nos recherches, on a toutes nos statistiques devant nous. Puis on prend le temps d'écrire une belle article. Là, quand on est là-bas, des fois, on a juste 24 heures, 48 heures, puis boum, 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 on fait le vidéo. Ça risque que des fois, en conduisant, ben je dis une chose que, en fin de compte, c'était pas la bonne statistique, ou je m'ai trompé, ou j'ai oublié quelque chose. On est tellement dans un rush de tout faire le contenu. Puis en plus, on fait le contenu en français et en anglais. Pour ma part, je le fais en anglais. Moi, français pour l'instant. Je travaille mon anglais. Un jour, ça va venir. Fait que de ce côté-là, c'est sûr et certain que ça rend tous les trucs plus difficiles quand on est en voyage de presse. Beaucoup d'heures de travail. Peu de sommeil. On a toujours des soupers, des cocktails qui finissent très tard. Des fois aux heures du matin, puis des fois, il faut être levé très tôt le matin. Fait que c'est beaucoup de jobs. On conduit extrêmement beaucoup. Il y a des journées, des fois, on va conduire littéralement presque toute la journée, des 8-9 heures de temps. Oui, puis ça, c'est à part du temps que ça prend pour revenir après ça. Là. Des fois, tu conduis 3 heures de route pour te rendre au voyage. Ouais. Ah ouais. Mais c'est toujours moins d'ouvrage conduire 2 à 3 heures de route que prendre l'avion. Prendre l'avion, des fois, c'est très pénible. Des fois aussi, les avions sont retardés. S'il y a plein de trucs qui arrivent, là, avec le COVID, si on va aux États-Unis, il faut se faire tester. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Fait que de ce côté-là, c'est très, très, très compliqué. Ouais. Là, OK, on va passer au courrier. Là, cette semaine, on n'a pas reçu de colis pour tester pour vous, mais Jules, tu as eu des cadeaux de Subaru. Ouais, à chaque fois qu'on fait des lancements de presse, on a souvent des petits cadeaux, là, des bouteilles d'eau, des trucs pour nos cafés, des fois on a des vêtements. Chez Subaru, là, j'ai reçu une tuque, j'ai reçu une boîte à lunch, j'ai reçu un truc pour charger mon téléphone si je suis dans la wilderness. Ouais, Okay. Là, moi, là, attends, là, le cadeau qui m'a le plus surpris, là, t'attends de le dire, là, c'était un événement Wilderness, c'était plus wild, là, c'est pour ça que t'as eu le cadeau que t'as eu là. Okay. Montre-nous ce que t'as eu. Ils m'ont donné une belle hache. Une belle hache Subaru, puis il est marqué Subaru dessus, tout le kit. Quelque chose qui est rare, là, regardez, là, qui me donne vraiment comme quasiment un arme. C'est rare qu'on reçoit des cadeaux de même. Vraiment une belle hache, c'est le genre de cadeau que moi j'aime. Ah ouais, là, il est revenu du voyage, là, regarde, j'ai eu une hache. J'étais comme, wow. Fait que vraiment, une belle hache faite en Allemagne, tout ça, solide, très belle, avec une petite enveloppe, marquée Subaru dessus, tout le kit. Je trouve ça très cool, puis tu sais, ça, c'est le genre de cadeau qu'on reçoit pas quand on prend l'avion. Fait que, non, très cool. Tu sais, souvent, des fois, on reçoit des patentes que, tu sais, des fois, on peut pas s'en servir, tout ça. Mais une hache comme ça, c'est toujours pratique. Ah, là. tu vas aller bûcher du bois? Ben, on sait jamais, une petite branche, quelque chose. Ça peut servir de marteau, ça peut servir à toutes sortes de choses. Ça peut servir en décoration murale, j'ai régler ça. C'est sûr certain qu'on va garder ça dans le bureau. C'est tout le temps le fun d'avoir des petits cadeaux. On collectionne ça un peu, on les met dans le bureau, puis ça nous fait des décorations. Fait que c'est un petit peu ça pour cette semaine pour le courrier. Là, on va passer à la ronde de questions. On a eu des questions sur 2 de nos essais routiers. Oui. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions sur la vidéo ici en commentaire. On va prendre les meilleures questions, on va vous répondre durant le podcast.
Fait que, on va passer aux questions maintenant. Fait que, première question sur la Ford Mustang Mach-1. Ça vient de qui? Rickaday. OK. Excusez. OK, c'est quoi la question? Salut, merci pour la vidéo. Je pense en acheter une en 2022. Là, on s'entend qu'il parle de la Ford Mustang Mach-1. Mais le problème en Europe, il lui retire 20 chevaux. Alors, GT ou Mach-1? Jules. J'irai avec la Mach-1 n'importe quand parce que il y a vraiment la transition Tremec à l'intérieur. Une transition qui est très supérieure à la Getrag qui est faite en Chine. Fait que c'est un gros défaut de la GT de ce côté-là. Puis même s'il retire 20 chevaux, je pense que simplement en rajoutant un cold air intake puis une programmation, on peut récupérer les 20 chevaux ou plus. Fait que de ce côté-là, je pense que c'est pas un gros deal breaker. Mais pour la rareté et la transmission, la Mach-1 vaut vraiment la peine. Ouais, moi aussi, j'irai avec ça pour toutes les raisons que tu as dit et parce que moi, je l'ai vraiment aimé quand on l'a eu à l'essai. Ouais, surtout avec le track pack, tout ça, elle a un beau look. C'est vraiment le bon mix entre une GT et une Shelby GT350 sans avoir le prix de la Shelby. Ouais, effectivement. Prochaine question, Eve. Comment fais-tu pour essayer tous ces véhicules? Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais, surtout sur TikTok, on a souvent ces questions-là parce que on n'est pas des journalistes automobiles, on ne travaille pas pour un gros média. Ouais, puis on n'est pas non plus des influenceurs de vêtements, puis avec pas d'expérience. On est comme entre deux craques de chaise. Ouais, on est entre deux craques de chaise. C'est pour ça qu'on est un petit peu unique. On peut se dire, on peut être influenceur automobile. C'est juste que quand on se fait inviter à des événements, parlant d'événements, des fois on se fait inviter à des événements influenceurs. Ouais, c'est pas la même game. C'est pas la même game. Il y a moins de conduite en route. Ouais, c'est moins poussé de ce côté-là. Là, des fois, il y a d'autres influenceurs de fashion, de voyage, tout ça qui sont invités. Puis on voit qu'on fit un petit peu moins avec eux autres. Fait que là, on tombe plus souvent catalogué avec les journalistes automobiles. On n'est pas journaliste automobile. On veut pas se faire passer pour des journalistes automobiles parce qu'on n'écrit pas. On fait pas de blog. Nous, c'est simplement vidéo, photo, podcast. Podcast maintenant. Puis écoutez, on n'est pas non plus pour une grosse compagnie en arrière de nous autres. On s'entend, on n'est pas avec Québécois et compagnie. On est avec Torque Army. Puis on est indépendant. C'est nous autres. Il n'y a personne d'autre en arrière de nous. C'est nous les boss, c'est nous les caméramans, c'est nous les enregistreurs de podcast, les photographes, les conducteurs, les compagnies. On fait tout finalement, les deux. C'est ça, exact. Fait que c'est sûr et certain de ce côté-là, comment on fait pour essayer des véhicules. Si vous voulez faire la même chose que nous, c'est sûr et certain qu'il faut avoir une certaine notoriété dans le domaine. Il faut que les manufacturiers vous fassent confiance, les manufacturiers vous ouvrent leur flotte de presse. Il y a d'autres gens qui sont dans l'industrie, qui font des trucs similaires à nous. Eux autres vont aller plus vers des véhicules qui viennent de propriétaires privés ou des concessionnaires. C'est sûr et certain que quand on rentre avec des véhicules qui sont plus privés, c'est plus difficile côté assurance, organisation, tout ça. Puis on ne se le cachera pas, on ne peut pas le tester pendant une semaine de temps quand ça appartient à quelqu'un. C'est très rare. Concessionnaire, c'est sûr et certain de ce côté-là, il faut faire une espèce de partenariat avec le concessionnaire. Puis souvent aussi, le concessionnaire, eux autres, leur but, c'est vraiment de vendre des véhicules. C'est pas les manufacturiers non plus, mais on va se dire côté concessionnaire, des fois, c'est si on n'a pas aimé le véhicule, puis on donne vraiment un essai qu'on dit qu'on n'a pas aimé le véhicule. Ils sont pas toujours contents. Ben, les concessionnaires ne seront pas trop contents, puis c'est pas tous les concessionnaires qui vont être ouverts à ça. C'est sûr et certain, on peut faire un essai qui va être vraiment plus... on va juste dire des facts, juste faire un walk-around sans donner notre avis. Là, on peut faire une espèce de partenariat avec des concessionnaires, comme on l'a déjà fait auparavant. Puis ça passe bien quand même. Mais si vous voulez une critique, des fois, c'est plus difficile. Là, comment je pourrais dire comment on fait pour essayer les véhicules? Premièrement, il faut avoir un bon reach, un bon following qu'on appelle. Fait qu'il faut avoir beaucoup de gens qui nous suivent. Nous, notre réseau Torque Media compte au-dessus des 1 million d'abonnés.
Fait que c'est sûr et certain qu'on rentre dans les critères, je pense, des manufacturiers de ce côté-là. Faut savoir aussi comment critiquer les véhicules de la bonne manière, faire du réseautage, avoir du networking, ces choses-là. Puis on s'entend, on n'est pas sorti nulle part d'une boîte à céréales à se lancer là-dedans. Au fur et à mesure de notre vie, on a évolué dans le domaine de l'automobile, on a acquis de l'expérience, on a appris des choses qu'on met en pratique dans nos vidéos. On s'est lancé dans un domaine dans lequel on a grandi et évolué, là. Aussi qu'on a des connexions, puis toute notre réputation compte pour beaucoup. Même si vous êtes un influenceur automobile, puis vous avez des millions de followers, mais toutes les semaines, vous jumpez des chars, vous les mettez en feu, vous pétez des moteurs. Les manufacturiers ne vont pas vous prêter des véhicules qui vaut 50, 100, 150, 200 000 $. Aussi, il faut avoir une espèce de parler qui est quand même en ligne avec les manufacturiers. Il faut savoir comment que les manufacturiers marchent, à quoi est-ce qu'ils s'attendent. Pas qu'on va faire une critique pour les plaire, mais il y a une certaine façon de critiquer les véhicules. C'est sûr et certain que si on les critique d'une mauvaise façon, d'une façon qu'ils ne trouvent pas professionnelle, ils ne prêteront plus les véhicules. En gros, pour répondre à la question, il faut acquérir une notoriété dans le domaine, avoir les connexions, puis après ça, les contacts chez les manufacturiers. Oui. Puis là, quand tu dis critiquer les véhicules de la bonne manière, c'est pas de dire « Ah, ce véhicule est fantastique! » Non, c'est que si on l'aime pas, on peut le dire, mais on peut pas arriver à dire « Ce véhicule-là, c'est vraiment de la merde. » On ne peut pas dire ça. Ben, pas qu'on peut pas dire ça. On le dit de façon... On explique le pourquoi qui est comme ça, puis on le dit dans des bons mots. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a plus des véhicules qui sont mauvais. C'est juste qu'ils vont répondre à différents besoins. Puis, si on le compare, comme un exemple, le Taos, on l'a moins aimé, mais c'est pas un mauvais véhicule. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on dit « Ah, vous devriez pas acheter ça ». C'est juste que nous, selon notre avis, notre expérience, nos besoins, on préférait un produit comme le Seltos ou le Trailblazer. C'est tout. Puis regardez, on fait des vrais tests. Si vous êtes grand comme moi, vous êtes 6 pieds 3 à 300 livres, fait que quand que je rentre pas dans un véhicule, puis vous êtes le même gabarit que moi, ça risque que vous n'allez pas rentrer. That's it. Fait que c'était tout pour les questions d'aujourd'hui. C'était tout pour le podcast aussi. Oui, restez à l'affût. On a plusieurs autres podcasts qui s'en viennent assez intéressants. Aussi, on va sûrement faire un petit résumé de l'année, nos coups de cœur, ces choses-là qui vont s'en venir prochainement dans les prochains podcasts. Fait que n'oubliez pas de nous encourager, liker, posez-nous vos questions, partagez le podcast, abonnez-vous si vous êtes aussi sur d'autres plateformes. N'oubliez pas, si vous êtes à la maison en train de nous écouter, vous pouvez toujours aller vous abonner aussi sur les nombreuses plateformes où les podcasts sont disponibles. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast.